and gentlemen, let's get ready to rumble! Le moment débat. Y'all ready for this? Alors, merci à toutes les deux d'être venues. En fait, on a fait un plateau masculin, un plateau féminin. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est bien, c'est le thème de la boxe. Et du coup, là, bien sûr, je suis sûre que mes collègues vont être un petit peu plus bavards. Est-ce que vous voulez lancer le débat? Ah, pourquoi on serait plus bavard? Pourquoi pas? On est plus bavard, déjà. Oui, mais parce qu'il a fallu du temps tout à l'heure pour vous lancer. C'est vrai. Oui, alors la question, Barbara peut-elle être un danger pour la montagne? Si on lâche Barbara, est-ce qu'elle peut être un danger pour ce milieu naturel, par exemple? Sachant que je suis toujours blessée et pas très fufute. Au-delà. Il faut vraiment répondre à cette question. Au-delà de la boutade, l'homme est-il un danger pour la montagne? C'était bien ça le propos. En quoi les activités humaines peuvent avoir une influence sur la montagne, le milieu naturel, son évolution Non, mais c'était pas bête, hein. En quoi demain Oui, je peux être un ça danger peut pour être. la montagne si je me pointe comme ça? De façon hop, assez triviale, je sais pas, si tu te balades en montagne et que tu jettes certains détritus, par exemple. Non, ça, je suis écolo. Donc Voilà. ce sera Jackie, ce sera pas moi. Tu jettes que un trognon de pomme ou quelque chose comme ça. Tu peux modifier, tu peux façonner un petit peu différemment la montagne. Et je pense que toutes les activités humaines, on parle souvent, revient un petit peu le côté nature, campagne, et c'est un peu le même débat avec la montagne, ce côté très préservé peut-être, mais en fait on l'a façonné depuis des années et des années. Moi, donc t'as parlé de mon sujet barbare de thèse sur les prairies. Les prairies, c'est un environnement typiquement anthropisé en fait, parce que c'est plutôt une forêt qu'on aurait si on laissait la nature faire. Et la prairie, en fait, est un peu l'aboutissement d'une interaction entre les hommes et la montagne et la nature. De manière peut-être plus prononcée, moi je pense au tunnel. Est-ce que ça génère des risques importants, je sais pas, de petits découlements de pierres, enfin quand on prend la route, on voit il y a toujours les espèces de petits fils là pour arrêter les cailloux. Enfin il y a des fois d'ailleurs ça fait un peu flipper parce qu'il y a quand même des gros cailloux derrière le filet. Est-ce que ça à terme ça peut être préjudiciable justement aux montagnes et engendrer des risques plus importants? Bah, c'est certain que lorsqu'on modifie l'environnement naturel, c'est sûr qu'il y a des conséquences forcément. Donc en ce qui concerne tout ce qui est tunnel et puis tout ce qui est en fait arrachement quoi de la falaise, c'est sûr qu'après il va y avoir on va devoir mettre en place des dispositifs pour retenir les parois qui ont des conséquences alors plus ou moins directes. Soit on les on met en place, comme vous l'avez dit, des filets pour réduire les éboulements, les choses comme ça directement. Après, dans les lieux, je pensais notamment à une autoroute qui est réputée pour être l'autoroute la plus chère du monde. C'est celle de, enfin c'est pas une autoroute, c'est une route, la route du littoral à La Réunion, qui est régulièrement, en fait, qui a été construite à même la falaise, et qui est régulièrement en fait refaite justement parce que il y a énormément d'éboulements, de glissements de terrain. Enfin, Comme un combat entre voilà. l'homme qui veut passer et la nature. Qui va absolument passer là parce que effectivement ailleurs c'est très très escarpé. Et pour Mais faire passer au-delà de ça aussi, du coup, tu stimules en quelque sorte avec un tunnel forcément tes aménagements urbains, tu vas stimuler le passage, et donc tu vas créer un peu plus d'influence de l'homme sur ces milieux. Donc après, on peut parler aussi pollution, tout simplement. L'augmentation du CO2 dans ces endroits-là a des conséquences sur la végétation, ce genre de choses. Et du coup, est-ce que cet environnement montagneux, il est plus sensible que d'autres? Et pour mettre un exemple concret, enfin, je sais que par exemple l'année dernière, on n'avait pas de neige dans le Sancy ou dans les Alpes, et qu'on a eu la bonne idée de se dire on va charger en canon à neige comme des ânes, alors qu'on sait que finalement, c'est consommer de l'eau, c'est aussi rendre encore plus sec. Enfin, de la pollution, c'est de l'énergie qu'on consomme. C'est un peu se tirer une balle dans le pied finalement. Et est-ce que cet environnement-là a plus de risques de changer rapidement ou que d'autres environnements? La question ultra technique. C'est vrai. Non, mais je sais pas. Est-ce que c'est très sensible? Souvent, on en parle on dit la montagne, on dit la mer, on dit rarement la campagne ou. Donc je sais pas. Peut-être que. Sur les prairies alpines, on avait des questionnements justement là-dessus. Moi, j'ai pu travailler là-dessus à Grenoble sur ce qu'on appelle résistance ou résilience, un petit peu des prairies. Et on a tendance à dire, elles sont issues quand même d'une grosse adaptation à des conditions climatiques très contraignantes déjà. Donc, est-ce que ces espèces-là sont plus ou moins sensibles? On observe des remontées de certaines espèces, là plutôt liées donc au réchauffement en fait. Et donc, ils vont chercher des températures un petit peu plus basses en montant en altitude.
Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'elles sont plutôt assez badass, ces prairies, elles sont plutôt assez résistantes. On a du mal à les faire changer. Et en fait, quand on parle réchauffement climatique, c'est pas tant la température, c'est notamment les baisses de précipitations et ne pas avoir le couvert neigeux. En fait, si on a la neige, au moins la prairie qui est dessous reste à 0 degré. Et en fait, avec moins de précipitations, on a plus vite des prairies qui sont exposées à du gel. Et donc ça a des grosses modifications plus que la température en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a eu des expériences. Moi, j'ai participé à du déneigement de prairies précoces à Grenoble, où on allait, vers la Grave, où on allait avec des pelles déneiger des bouts de prairies pour voir un petit peu les conséquences que ça pouvait avoir sur la végétation. Et globalement, elles ont plutôt bien résisté pour ça. Petite question d'Élodie. Je voulais savoir en fait tout. Tu ne devais pas parler, toi? Si, bah oui. Quoi, alors Élodie, elle est chargée de projet à Astuce Science et elle travaille sur les rencontres en montagne et sciences. Puisqu'on ne l'a pas présentée, elle voulait pas qu'on la présente. Oui, tout à voilà, l'heure. je voulais pas parler en fait. Mais j'ai quand même une question en fait. J'aurais voulu savoir parce que maintenant se développent beaucoup quand même toutes les activités sportives en montagne, le trail, le VTT et toutes ces activités. Forcément, elles doivent avoir une influence sur l'environnement. Et toi, Fanny, qui est accompagnateur de moyenne montagne et scientifique, est-ce que les accompagnateurs de moyenne montagne ont un rôle justement à jouer sur la sensibilisation vis-à-vis de toutes ces activités de loisirs qui ont lieu sur les massifs? Alors oui, c'est certain, puisque nous on est là aussi pour sensibiliser en fait les gens qui ne sont pas forcément habitués à aller en montagne, puisque bon les alpinistes tout ça généralement ils vont tout seuls ou plutôt avec des guides de haute montagne, mais nous les accompagnateurs en montagne, on est vraiment chargés de sensibiliser ces gens-là à l'univers et le milieu montagnard, donc effectivement avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire la protection aussi de la nature, le respect de l'environnement, et puis pourquoi on a des dispositifs, notamment je pense à la chaîne des puits, au Puy-Dôme, ou alors les dispositifs au niveau du Pariou, du Puy de la Vache et de la Solace, tous ces escaliers qui sont mis en place, les filets qui retiennent la végétation, enfin pour consolider en fait les puits qui sont en fait des tas de cailloux quoi. Pour résumer, c'est vraiment ça les cônes de scorie. Et voilà, donc effectivement nous on sensibilise à ça. Après moi j'organise aussi des manifestations en fait en milieu naturel. Et alors les manifestations sportives je connais moins, mais là on organise notamment une manifestation culturelle qui s'intitule Les Nuits Ardentes, un petit peu de pub au passage pour le mois de juin, évidemment, qui se passera au Puy-de-Dôme. Et donc on fait très attention à ça, c'est-à-dire qu'on va installer un gros dispositif sur un milieu naturel. Et l'enjeu principal, c'est vraiment aussi de protéger le site. Il y a d'ailleurs maintenant il y a vraiment un focus là-dessus quoi, avec tout un système d'aide pour des éco-manifestations, où on incite en fait à évidemment à faire le tri des déchets, mais aussi des balisages écologiques avec mise en place vraiment de choses qui sont dans le but de préserver l'environnement dans lequel on fait la manifestation quoi. J'allais dire, pour le sport, il y a un petit peu le même dispositif. Enfin, moi, j'ai fait quelques trails et pareil, ils sont passés sur des balisages écologiques, sur des gobelets. Chacun vient avec son petit gobelet recyclable, pas forcément, mais en tout cas son gobelet non jetable, les petits gobelets plastiques. Il y a quand même un petit peu la même chose. J'ai l'impression que ça se développe quand même cette idée de protéger un petit peu le lieu dans lequel on vit et on fait des activités. Oui, parce qu'en plus après tu peux avoir deux visions aussi de ça. C'est est-ce qu'il faut partager l'espace comme ça entre tes loisirs et on va appeler ça la nature, ou est-ce qu'il faut sanctuariser des coins, des endroits où on n'a pas le droit d'y aller, ou plutôt partager, avoir des intensités faibles, un impact un petit peu réduit. Il y a tout ce débat-là. C'est aussi le cas en agriculture. Il y a des choses derrière ça. Quelle pratique on veut, quelle nature on veut, quelle est notre préférence sur ces choses-là. Moi, j'avais une question qui portait sur le climat, pour revenir sur le thème précédent. En fait, ce qui est connu, c'est qu'on met des barrages en montagne et on essaye d'en mettre de plus en plus, notamment quand on parle de transition énergétique. Je pense que on veut utiliser un peu plus d'énergie hydraulique aussi. Les barrages, ça a tendance, c'est des ouvrages qui vont déformer la montagne, mais aussi il y a tout l'aspect microclimat qui est engendré par le fait d'ajouter des lacs artificiels.
Et donc ça peut complètement changer la faune et la flore d'un endroit. Et donc je voulais savoir si tu avais un petit peu travaillé là-dessus et si, qu'est-ce qui est fait en amont pour préserver en fait les endroits et pour éviter d'implanter des barrages ou y réfléchir un petit peu plus. Bien que ce soit une énergie propre, ça a des conséquences assez... Alors malheureusement, non, j'ai absolument pas de recul là-dessus. À part avoir lu la lettre de motivation d'une amie qui voulait postuler sur une thèse à Toulouse sur les lacs artificiels, lacs naturels et lacs artificiels de barrage. Bien sûr, ça a des conséquences. Et je pense que c'est ce genre de choses. Après, ça fait partie un peu de toutes les politiques de zéro risque et ce genre de choses. Oui, on n'a pas le recul pour dire. Après, il y a certaines étapes où on sait ça, il vaut mieux peut-être le construire de telle façon, ce genre de choses, où là, potentiellement, les scientifiques auront leur mot à dire. Mais après, c'est très souvent politique, ce genre de choses. Enfin, j'avoue. Mais après, du point de vue scientifique, je suis désolée, moi, j'ai pas d'infos là-dessus à te partager. Et si je peux ajouter juste un truc, dans les Pyrénées, ils trouvent ça, enfin, en tout cas, ceux qui vivent et travaillent en montagne, pour eux, c'est une aberration, parce que le minimum de débit que EDF est obligé de laisser pour qui continue à avoir une rivière ou tout ça, c'est vraiment ridicule. Et du coup, effectivement, il y a des pertes en termes de faune, de flore. C'est vraiment très très impressionnant. Je crois que c'est autour de 10% le débit minimum qu'il faut laisser. Donc en général, les types laissent 10%, pas plus. Et là, c'est vraiment un massacre. En termes d'écologie, a priori, c'est vraiment un massacre. En tout cas pour ceux qui vivent dessus. Donc effectivement, après, c'est politique. Hein. Est-ce que voilà, puis après, il y a les emplois derrière et qu'est-ce qu'on fait d'avoir des argumentaires sur ce qu'on appelle un peu les services écologiques et ce genre de choses. Comment tu vas quantifier l'impact que va avoir l'infrastructure, à quel point, comment tu vas monétariser ou pouvoir vraiment mettre une valeur sur telle chose, telle petite espèce végétale qui va disparaître, quel coût ça a. C'est des questions en plus où très souvent les scientifiques face aux politiques, ils sont assez démunis parce qu'en plus si on veut commencer à mettre des valeurs là-dessus, tu monétarises la chose et après quelqu'un a toujours les sous pour les acheter. Oui, mais c'est triste d'avoir des valeurs monétaires sur des espèces qui vont disparaître. Voilà, c'est ça, mais après comment tu justifies face à des politiques? C'est ça qui est compliqué. Quand on regarde pardon, est-ce que vous voulez couper? Non, mais je crois que Fred voulait le mot de la fin, mais on peut te laisser le mot de la fin, mais ce sera le mot de la fin. Ah bon, je prends, je m'en fiche. Non, mais c'est vrai que c'est là où c'est où c'est grave, c'est de se dire que pour une éolienne, on fait des débats à non plus finir, parce que c'est haut, c'est vrai, ça se voit, mais en termes d'impact écologique, c'est quand même bien moindre qu'un barrage, mais c'est dans les couloirs de migration des oiseaux. C'est vrai. Bon, mais je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis que je pense qu'il y en a beaucoup moins quand même. Et que c'est un mot de la fin un petit peu long. Le problème, c'est que les barrages, personne les voit. Il y a 3 pelés en montagne et du coup, on se dit que autant les mettre là et tant pis pour. Bon, alors les 3 pelés, ce qu'on fait, c'est qu'on va les jeter de la cordée et nous on va jeter Antoine de l'équipe et puis en attendant, on vous retrouve juste après une petite musique sympa. Ça m'énerve.